vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon congé estival. Nous allons nous attarder un peu encore dans l'été en parlant de la canicule et des nombreuses vagues de chaleur extrême que nous avons vécues. Nous avons vécu plus de 20 journées de canicule cet été avec des journées à plus de 30 degrés Celsius au sud du Québec. Il a fait très chaud, particulièrement en ville où les avertissements de chaleur extrême se sont multipliés, avec au nord du 48e parallèle des températures inusitées avec des 34 degrés pour Saguenay ou 33 degrés Celsius pour Val-d'Or, ce que les citoyens n'avaient pas connu depuis plus de 50 ans, voire 100 ans pour certaines municipalités. Il y a 470 décès liés à la chaleur par année au Québec. Des projections prévoient qu'ils seront 2 à 3 fois plus nombreux dès 2040 avec 2 fois plus de visites aux urgences aussi. Les municipalités prennent des mesures d'atténuation et d'adaptation. Pensons par exemple à la création de parcs urbains et au verdissement des ruelles. Pourtant, le Québec se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ces vagues de chaleur extrême et canicules fréquentes deviennent la norme au Québec. Alors, comment cultiver notre résilience? Nous en parlons tout de suite. Restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous vous parlons de canicule, de vagues de chaleur extrême, de sécheresse. Vous pensez que tout cela est derrière nous? Détrompez-vous, il va falloir s'adapter à tous ces événements occasionnés par les changements climatiques. Pour en parler, je suis en compagnie de Simon Legault, météorologue et communicateur scientifique chez Ouranos. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'Université du Québec à Montréal et directeur du réseau d'inondation intersectorielle du Québec, le RISC. Bonjour. Bonjour. Le Québec a connu 21 journées de canicule au sud du pays. La province se réchauffe 2 fois plus vite aussi que la moyenne mondiale. Il faut donc s'attendre à ce que les vagues de chaleur extrême deviennent la norme, autrement dit plus fréquentes et plus intenses dans nos étés. Peut-être, professeur Gachon, pour commencer, je sais que les mois de juin et de juillet 2025 ont été 3e en matière de chaleur depuis 1850. Cela s'est vécu aussi au Québec. Même en nous aussi, il y a eu de la chaleur. Donc, est-ce que la canicule est devenue la norme au Québec? Alors, on le voit effectivement cette année, les étés récents, on les a vécus. Cette année n'a pas été notre année, l'été le plus chaud. 2024 avait définitivement au Québec battu tous les records. Mais il n'en reste pas moins que cette année, on a eu effectivement dans plusieurs régions du Québec, on a battu plusieurs records. Ça a été le cas d'ailleurs dans plusieurs villes. 7 records, vous le mentionnez tout à l'heure, à Montréal, 3 à Québec. Mais c'est surtout, je dirais, l'Est du pays qui a vraiment vécu un été tout à fait particulier, à la fois en termes de chaleur, mais aussi de sécheresse. Juste prendre un exemple, et ça c'est un peu atypique, Terre-Neuve, qui a battu 9 records depuis le début de l'été, avec évidemment les feux de forêt qu'on a vus qui se sont vraiment répandus de façon majeure cet été à Terre-Neuve, mais également, on se rappelle évidemment, il y en a encore actifs évidemment au Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Oui. Pour le Québec, est-ce qu'il y a eu beaucoup de canicules aussi? On parlait de 21 journées, c'est beaucoup? Oui, alors on a eu un effet, un été tout en yo-yo. On a eu effectivement des températures très élevées. On a, dans certains cas aussi, battu des records de froid. Tout le monde qui a fait un peu de camping cet été, on est resté pas mal au Québec, au Canada, à cause évidemment de ce qui se passe aux États-Unis. Mais on a eu, oui, des chaleurs et parfois aussi des nuits particulièrement fraîches, mais surtout des températures qui ont fortement oscillé. Avec quand même des anomalies, comme vous venez de le mentionner, des températures pas mal chaudes. Mais nous ne sommes pas dans l'été, par contre, on est autour de la 20e position en termes d'été chaud au Québec. C'est certainement pas le cas, on va le voir évidemment avec les relevés, avec les anomalies pour Terre-Neuve et les Maritimes. Mais il en reste pas moins pour compléter votre question.
On voit effectivement les canicules. Ça a été une année tout à fait particulière, pas juste au Québec, mais aussi à l'échelle internationale. On se rappelle des températures de 40, voire même 50 degrés dans certains endroits en Europe qui ont été vraiment exceptionnels, avec des records qu'on a battus d'ailleurs de 2003 ou d'autres années qui étaient particulièrement chaudes aussi. Oui. Monsieur Legault, j'ai l'impression que nous sommes déjà dans ce qui nous attend pour les prochaines décennies. Nous parlions du climat futur en janvier dernier. Est-ce que vous attendiez à vivre un été aussi chaud? Bien sûr, les étés sont de plus en plus chauds. Les nombres de journées chaudes vont en augmentation aussi. Les nuits chaudes aussi sont en augmentation, quelque chose qui est prévu, bien sûr, avec les changements climatiques. Et si on regarde un peu les températures qu'on a eues cet été, c'est un peu ce qu'on devrait avoir en moyenne dans les années 2040. Donc, dans 15 ans d'ici, on devrait avoir ce type d'été qu'on vient de connaître en moyenne. Donc, certains étés seront plus chauds, d'autres seront plus frais, mais donc on voit que la moyenne vraiment est en augmentation dans les dernières décennies et dans les prochaines aussi. On le disait, on a connu des dernières années qui étaient assez chaudes. On a eu quand même des étés pas trop chauds en 2022, 2023. On était quand même pas si mal au Québec, avec des mois qui avaient de la misère des fois à atteindre 30 degrés. En août 2023, on n'avait eu aucun 30 degrés Celsius à Montréal, ce qui est quand même une pause appréciée, oui, effectivement, alors que des années comme 2020, ils nous ont fait battre des records au mois de mai. On avait eu du 36 degrés à Montréal au mois de mai. Et l'année dernière, la période la plus chaude avait été durant les examens de fin d'année pour les étudiants à la fin du mois de juin. Donc, on s'en souvient que ça avait été un sujet, la climatisation, les écoles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est un sujet d'adaptation assez important, comme on le dit, parce qu'on a encore quelques années pour se préparer, pour s'adapter, mettre en place des plans d'adaptation, construire ou planter des arbres. Donc, c'est quand même des choses qui prennent du temps à mettre en place, mais comme on sait maintenant quoi faire, on doit agir maintenant pour s'adapter pour le futur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on qualifie les vagues de chaleur extrêmes? Oui, effectivement, parce que quand on parle de canicule, c'est pas un terme qui est très scientifique. En tout cas, au Canada, on n'a pas de définition. Souvent, on va parler aussi de vagues de chaleur, ce qui veut dire qu'on est au-dessus de la normale pour un certain temps. Mais l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, a établi ses normes en se basant sur la surmortalité dans les dernières années ou les dernières décennies pour voir à partir de quelle température de jour et de nuit commence à avoir des impacts. Donc, pour une vague de chaleur extrême au Québec, on parle d'avoir des maximums de 33 degrés Celsius pendant 3 jours en moyenne, et des nuits à 20 degrés Celsius ou plus. Ça, c'est pour le Grand Montréal, la Montérégie, par exemple. D'autres secteurs, comme l'Estrie, l'Outaouais, le Lac-Saint-Jean, c'est plutôt 31 degrés le jour et 18 la nuit. Et quand on va plus loin, bon, les chiffres changent aussi. Donc, on n'a pas tout le temps les mêmes critères ailleurs, c'est certain. On n'est pas adapté aux mêmes températures, mais c'est ainsi qu'on va qualifier les vagues de chaleur extrême que l'on compte. Donc, cette année, on en a eu une au mois d'août. On a atteint des températures de 34-35 degrés au mois d'août, avec des nuits à 22-23, quand même assez important, effectivement. Alentour du 9 au 12, c'était la vague cette année. Il y a des années où on n'en a pas de vague de chaleur comme ça. En 2020, on en avait eu 2, donc, et en 2018 aussi, on avait eu des températures très élevées. Donc, on voit des surmortalités assez importantes. Et on dit qu'à chaque année, environ, les températures chaudes au Québec causent plus de 450 décès. Un chiffre qui est voué à augmenter aussi avec les températures qui vont augmenter. Oui. Professeur Gachon, pouvez-vous nous relater l'étude récente de Christopher Skaner, qui est du département de l'atmosphère de l'Université de Massachusetts, qui datant justement de cette année, que vous portiez à mon attention et qui montre que les vagues de chaleur augmentent. Que se passe-t-il exactement? Alors, effectivement, c'est une étude qui est sortie d'ailleurs cet été de Skinner et al., qui révèle en fait que sur la période, ils ont analysé sur la période 81 à 2019, on voit une augmentation de l'étendue des vagues de chaleur. C'est-à-dire, comme mentionnait tout à l'heure votre interlocuteur aussi, on a de plus en plus dans des endroits où on a des températures qui sont parfois qui dépassent les records, oui, mais qui rentre dans la définition de vagues de chaleur. Je vais revenir d'ailleurs sur ce terme là-dessus parce que dans cette étude-là, il le précise. On voit donc des endroits de plus en plus, en particulier nordiques ici en Amérique du Nord, qui sont affectés par ces vagues de chaleur. Donc les vagues de chaleur augmentent en termes d'étendue. Et ça, c'est particulièrement problématique parce que ça veut dire évidemment que des territoires qui n'étaient pas exposés à ce genre d'aléas
se retrouvent de plus en plus fréquemment affectés par ces vagues de chaleur-là. Ça a un effet majeur parce qu'il faut pas oublier une chose. Nous, les organismes humains, nous sommes ou pas adaptés. On est plus ou moins vulnérables. On vient de le mentionner avec la mortalité. Les personnes les plus vulnérables, en particulier, sont les personnes âgées et les jeunes enfants qui tolèrent évidemment moins que je dirais le reste de la population, les températures chaudes, mais aussi les organismes vivants. Surtout quand ça se combine avec des sécheresses comme on a eu. Oui. On le voit en ce moment, moi j'ai pris un peu le temps de me promener en Montérégie cette fin de semaine et je peux vous dire que la plupart des montagnes de la Montérégie, déjà on a des arbres qui sont déjà rentrés en dormance, qui ont perdu leurs feuilles, qui sont jaunis à cause évidemment des chaleurs qu'on a eues, mais aussi de l'effet de la sécheresse. Donc quand ça se combine comme ça, des chaleurs accablantes plus de la sécheresse, non seulement les arbres perdent la capacité à absorber du CO2 et les stomates, donc les feuilles se ferment, il n'y a plus d'évapotranspiration pour garder l'eau, et ça veut dire automatiquement que de moins en moins d'arbres sont évidemment, notamment ici au Canada, dans la forêt boréale, sont susceptibles de jouer le rôle de puits de carbone, mais surtout rentrent en dormance, modifient leur métabolisme, et si en plus on a effectivement des sécheresses qui perdurent, des températures très élevées, ça augmente la probabilité justement d'avoir des feux de forêt de grande envergure. Et cette année, on n'a pas terminé encore une fois l'année, mais on a vraiment une année exceptionnelle, surtout dans l'Ouest et en particulier aussi dans l'Est. Puis je terminerai aussi pour dire que nous n'avons pas nécessairement la même population, évidemment, la répartition, les changements démographiques, les conditions démographiques sont pas les mêmes à Montréal qu'elles peuvent l'être à Québec, sur la Côte-Nord, etc. Donc, c'est aussi très important de tenir compte aussi des facteurs socio-économiques, mais aussi de vulnérabilité sur le territoire. Oui, tout à fait. Monsieur Legault, il y a eu différents épisodes de canicule dans le sud du Québec en 2025. La différence avec les précédents étés. Il y en a eu trois, dans le fond, qu'on peut cibler en termes de période vraiment plus chaude que les autres journées, qui étaient quand même chaudes aussi, par rapport au normal. Comme le disait tantôt M. Gachon, on est un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Comme à chaque été, il y a des yo-yo qui se produisent, bien sûr, mais autour de la Saint-Jean-Baptiste, peut-être que les gens s'en souviendront, il a fait vraiment très chaud à la Saint-Jean-Baptiste. Cette année, on parlait de température maximum de 35 degrés, donc c'est des choses qui vont affecter les personnes, effectivement. 35 degrés à Montréal ou 35 degrés... plus au nord. À Montréal, directement. Oui. Donc, vraiment avec des nuits 22, 23 degrés Celsius, mais ça, c'est des minimums. Donc, au courant de la nuit, le corps... il passe une bonne partie de la nuit avec des températures de 27, 28 degrés Celsius. C'est les gens qui n'ont pas la climatisation ou d'autres problèmes peuvent avoir la difficulté à se reposer. Donc, le corps ne s'apaise pas, il continue à travailler. Et les problèmes durant les vagues de chaleur comme ça, c'est justement l'impact sur le corps, mais l'impact cumulatif du travail cardiaque. Le corps veut évacuer la chaleur, pompe plus de sang, le cœur travaille plus fort, la respiration aussi, des problèmes cardiovasculaires. Si les gens ont des problèmes avec les reins, par exemple, la transpiration excessive peut amener d'autres enjeux de santé. Donc, c'est vraiment des problèmes qui sont cumulatifs et des vagues de chaleur ou des jours qui s'accumulent, qui deviennent très, très nombreux, bien, c'est des effets cumulatifs. Encore une fois, on voit une mortalité ou on voit des visites aux urgences qui vont en augmentation, bien sûr, qui vont continuer à augmenter les prochaines décennies, mais déjà qui sont assez importants et qui sollicitent beaucoup un système de santé qui est aussi stressé. Je me souviens cette année qu'il y a eu, pour la première fois, je l'entendais pour la première fois, des alertes pour nous interdire ou pour nous dire vous ne devriez pas aller faire de l'exercice physique aujourd'hui avec ces chaleurs-là. Je ne l'avais pas entendu avant, il ne me semble pas. Bien, c'est effectivement les enjeux où on dit que les populations vulnérables sont plus sujets à être affectées tôt, mais tout le monde devient affecté à un certain niveau et donc les gens qui se croient en forme peuvent aussi frapper un mur avec certaines températures et on ne veut pas, encore une fois, se retrouver avec un système de santé qui est surchargé, déjà qui est assez sous un stress intense présentement. On ne veut pas en rajouter non plus. Il y a bien sûr l'effet cet été des fumées qui ont aussi atteint nos régions. Donc, encore là, si on a une mauvaise qualité de l'air et puis on fait du sport, on a un enjeu de santé qui vient s'ajouter en plus de la chaleur. Donc, on a... Non, disons un peu que les deux vont ensemble. Les chaleurs plus élevées vont engendrer des feux plus importants, plus nombreux. On a été épargné au Québec cette année vraiment d'une manière quand même assez chanceuse. Si on veut, au printemps, on a été plus frais, plus pluvieux, donc ça a permis à
à la végétation de croître et oui, il y a plus d'ombre, du coup. Oui, plus d'ombre, plus d'eau aussi dans les arbres, alors qu'ailleurs dans le pays, à l'ouest, ça a été beaucoup plus important. Les feux sont encore très importants. On parle, bon, bien sûr, on est loin de la saison de 2023 qui a touché tout le pays, mais quand même une saison quand même assez importante qui génère plusieurs millions d'hectares encore brûlés dans les top 3 des années les plus importantes, alors qu'au Québec, on était presque assez épargné, une fraction de ce qu'on a habituellement. Entendu. Professeur Gachon, vous avez donc participé à une étude sur l'augmentation des incendies liés au climat. Pouvez-vous nous en parler plus avant? Alors, c'est une étude qu'on a réalisée avec le World Reservoir Attribution Group de l'Université de College London, une collaboration d'ailleurs entre non seulement nos collègues en Angleterre, mais également Environnement Canada, Ressources naturelles Canada. L'idée dans cette étude, c'était de revisiter justement les feux de forêt, on vient de le mentionner, de 2023, qui a été vraiment exceptionnel. Et on a clairement montré, c'est une étude ce qu'on appelle d'attribution, pour voir le rôle déterminant du réchauffement climatique, évidemment d'origine anthropique. Est-ce que le réchauffement, les changements climatiques d'origine anthropique sont ou pas responsables ou augmentent probablement, certainement, les intensités des feux, et la réponse est claire, que ce soit dans l'ouest du pays, mais également, et ça c'est problématique d'ailleurs pour nous, pour nos régions ici au Québec, l'est de la baie de James, on se rappelle aussi, il y avait eu des feux de forêt énormes pas juste à Sainte-Terre, à Level-sur-Quévillon ou dans certaines régions de l'Abitibi, mais on avait vu des feux de forêt d'une envergure avec des superficies brûlées qui avaient d'ailleurs battu les records de toutes les autres provinces canadiennes. Donc clairement, les changements climatiques, d'après cette étude, sont responsables à peu près de 32% d'augmentation de feux de plus intenses en raison du réchauffement. Puis aussi, on a mis en évidence aussi d'autres facteurs comme ce qu'on appelle les blocages atmosphériques, donc des persistances de périodes chaudes, anticycloniques, donc pas de nuages, pas de précipitations, qui favorisent évidemment les sécheresses. Donc, à la fois des températures plus chaudes reliées au changement climatique, plus l'effet de ces persistances en termes de circulation atmosphérique ont augmenté évidemment à la fois les persistances chaudes et sèches et donc engendré les feux de forêt de ce type-là. Oui. Monsieur Legault, professeur Gachon parlait de blocage atmosphérique. Qu'est-ce que c'est exactement tout ça, ces blocages-là? Est-ce que quand il fait chaud, il va faire plus chaud, les conditions se mettent en place? Il arrive que les conditions météorologiques se mettent en place pour que, justement, on n'a pas de vent, on a plus de chaleur et ça s'installe? En fait, quand on parle de blocage atmosphérique, c'est les conditions de la haute atmosphère qui empêchent les grands ensembles météo de se déplacer. Bien, on a des tempêtes qui se déplacent, donc avec elles se propagent des nuages, la pluie, mais les secteurs de beau temps, les hautes pressions, peuvent être bloqués par un blocage atmosphérique, c'est vraiment ça. Donc, c'est la circulation à grande échelle sur la planète qui fait en sorte que ça ne circule plus, ça n'avance plus d'ouest en est comme ça le fait normalement. Ça peut tourner sur place et donc, si c'est une tempête qui tourne sur place, il va pleuvoir longtemps au même endroit. On peut éventuellement avoir des problèmes au niveau des bassins versants. Ça peut augmenter, par exemple, au printemps quand il y a déjà beaucoup d'eau dans le sol, mais quand c'est du beau temps qui reste sur place, on a des conditions où il fait beau, il fait sec, il fait chaud et donc ça peut continuer à évaporer l'eau, mais donc il y a de moins en moins d'eau dans le sol, de plus en plus de sécheresse. Conditions dramatiques qu'on a vues dans l'Ouest il y a quelques années aussi, où on a atteint des records, les villes ont brûlé. On se rappelle de Lytton qui a atteint presque 50 degrés Celsius. Donc, c'est une condition assez particulière qu'on retrouve plus dans l'Ouest, qu'on risque moins de retrouver dans l'Est ici, parce qu'on reçoit beaucoup plus de chaleur humide qui nous vient du sud des États-Unis. Et habituellement, les chaleurs sont plus en transition à travers la province, mais ça arrive que ça bloque aussi dans l'Est et donc que ça nous donne des conditions persistantes. Donc, à ce moment-là, les températures en ville vont encore plus augmenter. On sait que les îlots de chaleur, c'est un problème à cause de tout ce qui est un sol minéral, béton, asphalte. Et donc, en accumulant de la chaleur de jour en jour, ça devient pire en pire, et donc des secteurs de la ville qui sont moins végétalisés, ça amène des problèmes à la population. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de verdissement, parce que ça vient apaiser une partie ou relâcher une partie de la pression de la chaleur dans les villes en
limitant le réchauffement, en permettant aussi le refroidissement. Il y a un peu plus d'humidité en ville, donc ça vient compenser un peu l'extrême autre. Oui, justement, parlons peut-être un petit peu d'adaptation et de réduction des risques. Professeur Gachon, quelles sont les responsabilités gouvernementales en matière d'adaptation? Alors, elles sont plusieurs niveaux. D'abord, d'un point de vue, je dirais, institutionnel, le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place, évidemment, les mesures de prévention, préparation. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, quand on parle d'adaptation versus la gestion des risques et la résilience, c'est deux concepts un petit peu différents. Je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus. L'adaptation, souvent, on en a fait une théorie depuis qu'on parle du changement climatique, je dirais depuis les années 90, le premier rapport du GIEC. On était souvent en mode attentiste. On attend de voir ce qui se passe, ce qui va venir pour réagir. On est souvent d'ailleurs dans ce qu'on appelle la gestion de crise. Cette adaptation, elle a souvent été le résultat de l'occurrence de certains phénomènes. On dit, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est passé de quoi? Les chaleurs sont de plus en plus importantes. Comment on s'adapte? Ça, souvent, c'est je dirais, un comportement attentiste. La gestion des risques, et ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, je viens de lire le dernier rapport de l'ONU sur la réduction des risques de désastre qui le mentionne clairement, et on est plusieurs, évidemment, à reprendre ce message-là depuis quelques années. Il faut travailler en gestion de risque en amont, avant que les phénomènes se produisent. Donc, prévention, préparation, ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et je rajouterai deux éléments que souvent on oublie. La sensibilisation et l'éducation. Sensibiliser, vous le mentionnez tout à l'heure, c'est la première fois, je pense, effectivement, en tous les cas, ça n'a pas souvent été le cas, qu'on demandait aux gens d'arrêter de faire des activités extérieures. Il faut dire aussi que la qualité de l'air, à plusieurs reprises, était vraiment pas bonne. Donc, chaleur, qualité de l'air, on a mentionné, c'est vraiment pas un bon cocktail, notamment pour même les individus en santé. Donc, faire la sensibilisation avant que le phénomène se produise. Mais ça veut dire, plus généralement, travailler en amont auprès des jeunes, parce que c'est là que ça passe. Alors, la sensibilisation, ça peut se faire sur la population générale, mais aussi auprès des jeunes. L'éducation. Et je vais carrément vous le dire, parce que je suis concerné, l'éducation est un parent pauvre de la gestion des risques. Donc, pour travailler en amont, sensibilisation, éducation, prévention, préparation, intervention, parce qu'il faut effectivement, surtout quand il se produit des événements, pas juste des canicules, mais des feux de forêt ou des inondations, être capable d'intervenir, puis modifier notre capacité d'intervention parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes. Ça veut dire qu'il faut adapter nos ressources, à la fois humaines, mais aussi des infrastructures, et on l'a vu évidemment dans le cas des feux de forêt. Et puis, je terminerai pour dire que, après coup, et ce travail-là, on ne le fait pas systématiquement. Quand il se produit un phénomène, quel qu'il soit, qui ont des impacts, que ce soit une inondation, un feu de forêt, une canicule, qui engendre évidemment un certain nombre de décès, par exemple, ou les conséquences sur la santé ou les activités économiques. Faire ce qu'on appelle des retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on a bien fait en termes de préparation, prévention, en termes d'intervention? Comment la prochaine fois on va s'améliorer? Et c'est comme ça qu'on va être capable de modifier nos façons de faire pour pas juste s'adapter, faire de la gestion des risques quelque chose qui est organisationnel à l'intérieur de la société et qui implique à la fois la société civile, nous, comme des mortels, mais aussi nos décideurs. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Et pour l'instant, une partie de cette équation-là, de ces trois phénomènes avant, pendant et après, qui n'est pas nécessairement fait, en tous les cas pas de manière complète, comme dans d'autres pays, par exemple en Europe, par exemple. Oui. Voilà. Monsieur Legault, je vais terminer avec vous. Donc, on parle d'adaptation et de gestion de réduction de risques. Là, ça va prendre aussi des actions individuelles et populationnelles et collectives. Mais, par exemple, du réaménagement urbain. Est-ce que vous avez un bon exemple pour... Bon, on entend beaucoup parler des parcs éponges, des villes éponges qui sont certainement une partie de la solution pour les précipitations. Quand on fait des espaces verts, quand on plante des arbres, cette végétation-là peut absorber ou du moins va rassembler à un endroit
quantité extrême de pluie qu'on reçoit et donc va limiter, pas empêcher, mais limiter l'impact des pluies, donc les inondations en milieu urbain. Mais pour la chaleur, pour les canicules. Donc, le verdissement vient aussi jouer sur un autre plan. Donc, en investissant sur une mesure qui joue sur plusieurs paliers, on gagne à quelque part. Donc, on met des espaces verts qui vont mettre un contexte de verdure qui va limiter le réchauffement dans les villes. Donc, si on en a de plus en plus avec les bonnes essences, il faut choisir aussi des essences qui vont être adaptées au climat futur. Effectivement, donc résistants à peut-être un peu plus de sécheresse, mais aussi adaptés à les températures qu'on aura dans les villes dans 15, 20, 30 ans, parce que les arbres ne sont pas là juste pour 5 ans. Donc, on va vraiment devoir étudier. C'est ça qu'on fait quand on fait une recherche d'adaptation. On va devoir... On cherche les meilleures solutions qu'on peut maintenant implanter pour le futur. Et donc, le verdissement en est certainement une. On parlait M. Gachon parlait justement de plans d'intervention. Les municipalités, les gouvernements doivent mettre en place aussi des programmes qui vont aider, bien sûr avec du financement, à mettre en place des mesures pour aider les gens à s'adapter. Ça prend des sous pour mettre des programmes en place, pour faire en sorte que les heures d'ouverture des piscines publiques, par exemple, soient étendues. Donc, ça prend bien sûr des sous. Avoir des haltes fraîcheurs, c'est quelque chose qui vient aussi avec des coûts, mais qui a un bénéfice à long terme et qui réduit les dépenses sur d'autres domaines, par exemple la santé. Donc, c'est bien investir au bon endroit, ce qui permet de prévenir des grosses dépenses d'urgence. Mais si on fait une bonne prévention, on agit en avance, on a peut-être là une partie des solutions, mais comme on le disait, les solutions d'adaptation individuelles sont importantes. On parle de prévention, par exemple, pour résister à la chaleur. Une des bonnes choses, c'est d'être en forme, avoir un bon système cardiovasculaire. Bien sûr, les gens ont des conditions individuelles, mais en moyenne, avec la santé, vient une meilleure résistance, une meilleure résilience corporelle. Donc, on peut déjà là avoir une partie de la solution. Si on a des médicaments qui vont augmenter la température ou risquer la déshydratation, il faut bien sûr s'adapter lors de vagues de chaleur, donc voir avec le médecin. Oui, il y a ça, mais le fait d'être plus âgé ou bébé naissant, là, c'est des choses auxquelles on ne peut pas adapter. Donc, il va falloir quand même voir dans les aménagements à être rassembleur un peu plus. Tout à fait. Il faut aller avec les particularités des gens qui sont plus vulnérables, effectivement. Quand on parle de santé populationnelle, on veut avoir en moyenne quelque chose, mais quand on a donc des effets pour chaque personne, il faut aussi aller chercher les particularités des gens. Mais donc, encore une fois, il y a des mesures pour adapter les personnes, les logements, et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort. Oui, c'est ça. La prévention, c'est comme un peu un jeu de domino. Je veux dire, pour avoir des bonnes conséquences, il faut y aller avec le premier domino. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Simon Legault, météorologue et communicateur scientifique chez Ouranos, et Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM et directeur du RISC, le réseau d'inondation intersectorielle du Québec. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique